Le climax, c'est la troisième fonction qui doit figurer dans le synopsis. Et c'est la fonction la plus connue, mais je pense qu'on peut peut-être affiner un peu le travail dessus. Donc, vous vous rappelez que nos deux premières fonctions servent à lutter contre le temps. Première fonction, générer de l'empathie, garantir de l'empathie pour un personnage principal, annoncer la fin au début pour que les enfants dans la voiture restent calmes, bref, faire une promesse puissante. 2, déterminer une tâche qui nous permet de structurer de manière organique des conflits, et donc de faciliter l'écriture du scénariste. La troisième fonction dramatique, j'ai une bonne nouvelle, c'est que le temps devient notre allié. Parce que le climax survient à la fin du film ou la fin de votre fiction. Ça veut dire que le spectateur a tenu jusque-là. Et là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir capitaliser avec le fait qu'il est... Enfin, il a investi du temps de cerveau disponible, comme on dit maintenant, depuis voilà, les fameuses expressions. Il a investi du temps d'attention. Et là, on va pouvoir l'utiliser à notre compte, faire une sorte de judo. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite produire comme effet quand on écrit un climax? On souhaite produire une perte de sang-froid. Alors, je voudrais vous détailler la technique le plus simplement possible et surtout de la manière la plus pragmatique possible. C'est comment causer une perte de sang-froid sur commande. Donc, on va capitaliser sur le temps d'attention. Si le spectateur a investi pour un film une centaine de minutes, pour un film, une série, je sais pas, 50 minutes, 40 minutes, et peut-être même beaucoup plus, si vous suivez un personnage de série pendant plusieurs épisodes, des centaines parfois d'heures, eh bien, ce spectateur, si on lui pose un problème en apparence impossible à résoudre, c'est-à-dire si à la toute fin, au moment où il s'agit de concrétiser l'objectif, je sors un nouveau problème qui va s'adresser à l'intellect du spectateur, c'est-à-dire un problème pour lequel le spectateur ne peut voir de solution, un problème qui en apparence est impossible, ça va créer justement ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que nous sommes évidemment avec un accord tacite, les fictions qui se terminent mal sont extrêmement rares. On se doute bien qu'au 4e épisode de la série, le héros va pas mourir. Même s'il y a certaines séries qui se sont amusées, parce qu'elles étaient chorales, à essayer de créer ce sentiment de peur. Mais voilà, statistiquement, on se doute bien que dans les films, ça va normalement bien se passer à la fin. Mais il y a une dissonance qui va se produire entre cette information qu'on a, que normalement il y a un happy end, et le fait que le problème qui survient n'a pas de solution. Et cette dissonance va créer un stress. Donc ça s'adresse d'abord au cerveau, et ce cerveau va créer ces fameuses hormones de stress. Et donc on écrit un climax en double létante. En fait, un climax, c'est un nouveau problème en apparence impossible à résoudre, qui va générer ce stress, et une tâche nouvelle, mais ponctuelle cette fois-ci, parce qu'évidemment il est question d'une seule scène, c'est-à-dire un moyen concret, conflictuel. On sait même, avec tous nos collègues dramaturges, que évidemment c'est l'action la plus difficile que le personnage va entreprendre, mais cette tâche est un moyen original de résoudre un problème auquel on n'avait pas de solution. Et là encore, le temps est notre allié, parce que rappelez-vous que le spectateur découvre l'information et a peu de temps pour trouver une solution. Nous, en tant qu'auteurs, évidemment, on a un certain nombre d'heures, de jours, pour essayer de trouver une tâche et une solution à un problème qui n'en a pas en apparence. C'est le moyen de causer une perte de sang-froid sur commande. Justement, on parlait du storytelling en ce moment qui peut être critiqué du gouvernement. Et ben voilà un autre exemple qui fait que les gens perdent leur sang-froid. C'est quand il y a une dissonance cognitive, quand il y a des informations contradictoires qui vous parviennent, qui sont toutes officielles, ça génère ce fameux stress. Porter les masques pour sauver des vies, les masques ne servent à rien, on les a brûlés. Là c'est pareil. Il va bien s'en sortir, c'est une fiction américaine, une fiction hollywoodienne. Non, mais là, il est dans danger de mort, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Dissonance cognitive. Alors le mieux, c'est que je vous donne un exemple pour voir cette double détente. Parce qu'une fois qu'on le sait, on écrit des climax, évidemment, plus facilement, en fait. Prenons par exemple une scène de Dragon Rouge. Donc dans Dragon Rouge, alors c'est marrant, c'est un film qui se passe dans l'environnement du Silence des Agneaux aussi. Mais cette fois-ci, c'est pas l'agent Clarisse le héros, c'est Edward Norton, le comédien qui joue un profileur.
Et le profileur, à la fin du film, évidemment, il a passé son temps à chercher un tueur en série, et il l'a enfin. Et il l'a enfin en face de lui. Le problème, c'est que voilà, la situation en apparence impossible à résoudre, c'est que le tueur en série, qui est là, sous vos yeux, a capturé un enfant, pas n'importe quel enfant, mais le fils du héros. Et il a un couteau sous sa gorge, et le héros va être désarmé. Voilà une situation impossible à résoudre. Votre héros est désarmé et le méchant a un otage avec un couteau sous la gorge. Vous ne pouvez rien faire. Un mauvais scénariste, ou un scénariste un peu trop pressé peut-être, ne fera pas cette double détente. C'est-à-dire que cette situation impossible, c'est pas très difficile de trouver une situation impossible. Celle-ci, par ailleurs, c'est une situation assez cliché. De nombreuses fictions policières reprennent ce cas de l'otage. Comment je fais pour régler le problème? Voilà. Là, c'est fini. Je suis désarmé, il a un otage. Ce qui compte, c'est évidemment de proposer une solution originale à ce problème. Tant que je n'ai pas verbalisé la solution, vous n'avez pas le climax. C'est à ça que devrait veiller un producteur, fondamentalement, c'est sur le synopsis, avoir le problème et la solution, ça vous garantit la scène. Dans ce film, si je vous verbalise le moyen employé par Edward Norton pour résoudre le problème, c'est une tâche conflictuelle, originale, qu'on n'a vue dans aucun autre film. Si je vous la verbalise, la scène est écrite. Je sais que tous les scénaristes ici présents, et vous êtes beaucoup là, vous pourrez l'écrire à votre façon, de manière plus ou moins perfectible, mais la scène, elle sera structurée. Alors je vous le donne et puis je vous le montre. Dans cette scène, le moyen concret employé par Edward Norton pour récupérer l'ascendant alors que son fils est pris en otage est le suivant. Son fils a une dizaine d'années et forcément il se fait menacer de mort par un tueur en série. Donc il se fait pipi dessus de peur, le pauvre. Et bien contre toute attente, ce que va faire le personnage principal, c'est qu'il va s'en prendre verbalement à son propre fils, qui se fait pipi dessus. Espèce de souillon, comment est-ce que tu oses faire ça? Et il va utiliser les termes qu'employait la mère du tueur en série, les termes qu'il a, parce que dans l'enquête, évidemment, il a le journal intime du tueur, et il va en fait créer une décompensation psychologique auprès du tueur en série qui revit une scène traumatique au point qu'il lâche de colère le gamin pour s'en prendre au héros. Et donc, voilà, il y a un élément en moins dans l'équation. Alors après, il s'agit juste de tuer un tueur en série, c'est facile, hein, n'importe quel héros sait le faire. Mais vous voyez, et on voit bien cette double détente dans la scène. Je vous propose de la regarder. Pierre-Antoine va vous mettre dans le chat le lien. Regardez cette structure, voilà, avec cette double détente, le problème et cette solution qui crée, voilà, qui vient capitaliser sur cette perte de sang-froid. À tout de suite. Drop it. Do it now, Gumshoe. Your son is about to change. Then your wife. You can watch. Then I'll take care of you. Look at you. I've never seen a child as disgusting as you. You pissed your pants? How dare you? You dirty little beast. You want me to cut it off? Is that what you want me to do, you little freak? You want me to cut it off? Do you? Don't cry at me, you little faggot! Apologize! Say I'm sorry, Daddy. I'm a dirty little beast. I'm a freak. Say it! No! Say it! Daddy! Say it or I will cut it off! I'm a dirty little beast. Freak. Hair lip, and no one will ever love me. Run! Run! Ow! Ah! 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 Get down! You okay? Voilà. Alors après, évidemment, vous pouvez arrêter la scène pendant le combat. Après, c'est intéressant, il y aurait beaucoup à dire sur
la structure des scènes d'action, mais l'essentiel est contenu dans ça. J'ai vu une question, je parle de double détente. Double détente, c'est-à-dire une fonction qui se déploie en 2 temps, tout simplement. Un problème et une solution. Et voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la structure d'un climax, donc en double détente, un problème en apparence impossible à résoudre qu'on vient sortir du chapeau, et une solution qui est une tâche ponctuelle. Et si vous remarquez bien, pourquoi est-ce qu'un climax est aussi tendu? C'est que, fondamentalement, je suis en train de vous dire qu'un climax, c'est un 1 et un 2 à nouveau. C'est-à-dire qu'un déclencheur, un problème, qui crée un objectif, un antagoniste, un enjeu, et un moyen concret de résoudre ce problème. Donc on pourrait dire que le 3 est un 1-2 condensé. On pourrait dire que le climax, pourquoi c'est aussi puissant, c'est que c'est un film en condensé. C'est une structure en condensé. Et voilà. Et donc fondamentalement, nous venons de brosser ensemble les 3 fonctions dramatiques qui doivent se trouver dans un synopsis et qui sont des éléments clés pour analyser déjà une fiction. Ça va à l'essentiel, si vous voulez. Avec ça, vous avez déjà le portrait ADN de votre fiction. Je vais vous donner un autre exemple de climax qui me paraît assez parlant. Un vieux film des années 80 qui s'appelle War Games. Bon, on va à la... C'est un mot français pour climax. Non, C'est Pardon, c'est un verbe. Donc la question, est-ce qu'il existe un mot français pour climax? Le terme vient effectivement du grec. Et qu'est-ce que tu m'as dit, pardon? J'ai pas entendu. Oui, c'est tout. Non, voilà. Non, je pense que le terme est propre aussi en français. Et juste. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est voilà, un autre exemple de 3, en fait, de 1, 2, 3, de climax. C'est dans ce film War Games où en fait on a un jeune geek qui va devoir empêcher tout simplement le compte à rebours de la 3e guerre mondiale. Il a entamé une partie, il pensait pirater un jeu vidéo, il a été en fait en communication avec l'intelligence artificielle qui contrôle les missiles nucléaires des États-Unis. Il a lancé sans le savoir le compte à rebours, enfin il a lancé le compte à rebours de la 3e guerre mondiale sans faire exprès. L'intelligence artificielle s'apprête à riposter, à envoyer des missiles contre la Russie. Il est pourchassé dans le 2 comme un terroriste en puissance qu'il n'est pas. Donc il est obligé de fuguer, échapper au FBI et en même temps essayer de trouver le créateur du programme informatique pour empêcher le compte à rebours d'aller jusqu'à 0. Et dans le 3, voilà que il arrive à retrouver le créateur du programme qui lui apprend malheureusement que la seule façon d'empêcher le compte à rebours d'aller jusqu'à au bout, c'est de continuer sa partie physiquement avec l'intelligence artificielle qu'il a conçue, c'est-à-dire d'aller au Pentagone, alors qu'il est recherché, c'est le suspect, l'ennemi public numéro 1, d'aller au Pentagone et de terminer une partie contre un ordinateur qui est donc programmé pour apprendre à gagner à tous les jeux. Donc le climax en lui-même est le suivant. Notre héros va trouver un moyen pour se faire arrêter à proximité de l'ordinateur, échapper à ses geôliers, se barricader et se retrouver face à l'ordinateur avec les gens qui essayent de forcer la porte, le compte à rebours qui est à 30, 29, 28, les missiles nucléaires qui commencent à chauffer. Et on a notre héros qui n'a d'autre choix que de choisir un jeu pour continuer sa partie. Et on sait que l'intelligence artificielle est prévue pour gagner. Eh bien, le moyen concret employé par le héros pour résoudre ce problème en apparence impossible à résoudre, cette tâche ponctuelle, constitue la valeur vraiment de cette scène. C'est quelques mots qui ont une grande valeur. Un scénariste ou quelqu'un qui serait peu expérimenté les laisserait passer. C'est ces mots-là. En fait, le but, c'est de déterminer finalement avec ce modèle quels sont les mots qui ont de la valeur pour déployer rapidement une écriture agile. Ici, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit comme jeu le morpion. Vous savez, une grille avec des zéros ou des croix. C'est le seul jeu où on peut faire de l'anti-jeu tout le temps et avoir un match nul. Et donc, il fait constamment match nul avec l'ordinateur puisqu'il sait qu'il ne peut pas le battre. Et donc, ils font systématiquement des grilles de match nul. 10, 9, 8, le compte à rebours continue. 5, 4, l'ordinateur s'éteint. Et il dit, curieux jeu qui n'a ni gagnant ni perdant. En fait, le héros a fait apprendre à l'ordinateur qu'il y avait des jeux pour lesquels il n'y a pas de gagnant. Ce qui est la définition de la guerre atomique. Donc, il a reprogrammé l'ordinateur grâce à ce jeu.
Cette tâche ponctuelle de climax est la plus-value du climax de ce film. Voilà. C'est notre métier de trouver ces tâches ponctuelles qui permettent de résoudre les problèmes du climax, et c'est donc garder en tête qu'un bon climax est en double détente.